Et Denis Muset, avec Médiascopie, et Dieu sait si nous nous connaissons bien, puisque moi, avec ma ville, Bourges, j'en avais travaillé pour justement que j'essaye de comprendre comment les habitants de ma ville ressentaient un certain nombre de choses. Et puis Olivier Lancy, qui a été vraiment au cœur des décisions, des dossiers, et qu'il est encore sur ces questions. C'est important qu'on essaye, encore une fois, d'échanger pour voir comment mieux avancer par rapport à ce que peut ressentir la population. Donc voilà. Merci Serge. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je crois que Bertrand a bien résumé au fond l'intérêt qui nous anime à l'Institut Médiascopie. C'est à travers l'exemple de la mesure, de cette méthode de mesure des réactions des téléspectateurs et des auditeurs, voire parfois in situ devant des assemblées. Certains ici en ont fait l'expérience. Réaction instantanée du public sur des prises de parole. La politique, c'est de la parole, et je crois que l'économie, l'industrie, c'est aussi de la parole. C'est-à-dire la capacité que la parole a d'entraîner l'intérêt, d'entraîner la compréhension, d'entraîner l'adhésion de la population, c'est le début du passage à l'acte. Donc les mots sont essentiels, il faut savoir de quoi l'on parle, et on peut avec un mot aussi bien enfumer un auditoire que le mobiliser, faire tilt, déclencher une prise de conscience. En tout cas, il faut être très attentif aux mots que nous employons, car ils portent une responsabilité, les politiques, mais au-delà des politiques, l'ensemble des dirigeants, des élites, et je dirais des parties prenantes, portent une responsabilité quand ils emploient un mot plutôt qu'un autre. Alors, l'exemple, c'est celui de le mot de transition. Comment ce mot est-il perçu? Transition énergétique. Eh bien, c'est une expression qui est encore mal comprise des Français. Je vais expliquer pourquoi. Et en revanche, qui est promise à un bel avenir. Alors, d'abord, elle est mal comprise des Français. Toutes nos études le confirment, puisque nous avons élaboré il y a maintenant quelques années une méthode de mesure des perceptions des mots pris isolément. C'est-à-dire qu'on fait noter successivement 150, 200 mots par des échantillons de 1000 personnes sur des thématiques diverses qui touchent à l'agriculture, à l'industrie, à la compétitivité, au territoire, aux énergies, au développement durable, aux nouvelles technologies, à tout un ensemble de sujets. Et nous avons, au cours des dernières années, mesuré les perceptions d'environ 15 000 mots, généralement sur deux échelles. Une échelle positive-négative, est-ce que vous ressentez ce mot de façon positive ou pas, et une échelle généralement tournée vers le futur, c'est-à-dire est-ce que vous pensez que ce mot sera présent demain? Autrement dit, est-ce que vous donneriez cher ou pas de sa persistance dans l'avenir, de son existence dans l'avenir? Ou bien est-ce que vous anticipez qu'il est déjà obsolète ou qu'il le sera bientôt? Présence dans l'avenir, mais aussi parfois, notamment s'agissant des territoires, nous demandons aux habitants, par exemple, d'une région, nous l'avons fait en 2013 pour la région Rhône-Alpes, auprès d'un échantillon représentatif d'habitants de Rhône-Alpes, plus ce mot est important pour l'avenir de la région Rhône-Alpes, moins il est important pour l'avenir de la région Rhône-Alpes. Et donc on obtient, sur chacune des deux questions, positif, négatif ou important pour l'avenir, ou présent dans l'avenir, ça dépend, c'est une variante, on obtient 2 notes de 0 à 10. Et nous traitons, nous moulinons l'ensemble des notes, et comme le vocabulaire est assez, je dirais pas pauvre, mais quand même assez limité, on a effectivement 15 000 mots qui ont été mesurés dans des enquêtes, dans des cadres concernant des territoires, ou parfois à l'échelon national, dans des circonstances extrêmement diverses. Et on peut donc analyser le ressenti des mots. Car vous savez sans doute qu'aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas la réalité des choses. Ce qui est important, c'est le ressenti de la chose. Ce n'est pas tant l'insécurité qui pose problème dans le pays aujourd'hui, c'est le sentiment d'insécurité qui s'est emparé des Français. On a même inventé récemment la notion de température ressentie. C'est bien pour dire que c'est la réalité, c'est le ressenti de la réalité et pas la réalité elle-même. Je vous rappelle que les Français beaucoup de Français passent plus de la moitié du temps où ils ne dorment pas à avoir un rapport au monde à travers les médias, à travers des écrans, 3h50 par jour de télévision, 2h30 la radio, 1h Internet, tous les iPhone, iPad, etc. Ça veut dire plus de la moitié du temps. Donc nous sommes soumis au récit des médias
tissent sur les écrans de nos vies une tapisserie, généralement un peu sauvage, un peu inquiétante, de ce qui se passe dans notre environnement. Donc, les mythologies que les médias diffusent sur les écrans de nos vies structurent nos opinions, nos représentations, notre perception du réel. Et donc, nous travaillons sur les perceptions du réel, sur les représentations du réel. Alors, j'en reviens à la transition énergétique. Rares sont les Français qui utilisent et qui comprennent cette expression de transition énergétique, contrairement au développement durable, qui n'est pas beaucoup mieux, hein, je le reconnais, mais tout de même qui est maintenant assez bien approprié et positivement approprié. Lorsqu'on demande aux gens de dire ce qu'évoque la transition énergétique, ils nous répondent la plupart du temps que ce n'est pas très clair et que l'expression est peu utilisée. Eux ne l'utilisent pas. Le problème, c'est que le mot transition ne dit ni d'où l'on part, ni vers où l'on va. Hein, une difficulté. Donc il n'y a pas de cheminement, si vous voulez. On ne pose pas l'enjeu, on ne pose pas non plus les bénéfices du processus. C'est quelque chose de très neutre. Par ailleurs, le mot transition a pour effet de minorer l'épreuve que représente ce passage parce qu'il sous-entend une démarche progressive, sans heurts, qui se ferait de façon quasi indolore et mécanique et automatique en quelque sorte. Autrement dit, le mot transition euphémise le phénomène, au risque de laisser le public indifférent, voire de le désimpliquer, alors qu'il faudrait au contraire impliquer le citoyen consommateur. L'emploi du mot transition a un autre inconvénient, c'est qu'il implique nécessairement qu'on lui accole l'adjectif énergétique. On ne peut pas dire la transition des énergies. Enfin, c'est moins naturel, si vous voulez dire ça. Donc on va dire transition énergétique. Le problème, c'est que cet adjectif énergétique, dès lors qu'il n'est pas expliqué, n'est pas toujours compris par un large public. Parce que les gens parlent communément des produits énergétiques. Et ça, c'est dans le domaine alimentaire. Dans le domaine qui vous intéresse, transition énergétique, c'est pas clair. Alors, ça peut vous paraître un peu incongru, cette réflexion, mais pensez au débat qui a lieu dans le pays aujourd'hui, qui a été ouvert par cette séquence dramatique qu'évoquait Serge Lepelletier tout à l'heure, sur le sens du mot laïcité, le sens du mot blasphème, pour comprendre que ces deux-là. On est à milieu d'imaginer ce qui se cache pour les gens derrière les mots. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans une œuvre qui durera très très longtemps, de rédaction d'un dictionnaire du ressenti. Définir le mot à partir de ce que les gens ressentent et non pas à partir de ce que les académiciens édictent. Donc, transition énergétique, ouais, c'est difficile à comprendre. Et on ferait une enquête sur 1000 Français, et nous avons un certain nombre de données qui le disent. Le mot transition énergétique peut être renvoyé au champ alimentaire, parfois. Hein. Par exemple, on sait que le mot décentralisation est compris, à propos des territoires, est souvent compris comme délocalisation, qui renvoie aux entreprises. Donc, faire très attention aux mots que l'on emploie, puisqu'on les emploie mécaniquement et on finit par ne pas se rendre compte du sens qu'ils ont. Alors, ce vocabulaire appartient aux spécialistes, et l'emploi, par ailleurs, du mot énergétique a pour effet malencontreux de subordonner la transition, de banaliser la transition, parce que quand on adjective les énergies, on les subordonne à la transition. Et d'une manière générale, je vous recommande de ne pas employer les adjectifs et de préférer les substantifs. Nous avons récemment fait une enquête sur les mots de la chimie, pour les industries de la chimie, et il y a on s'est rendu compte que chaque fois que dans un mot qui concerne la chimie, il y a l'adjectif chimique, il est noté en dessous de 5 sur une échelle de 0 à 10, positif, négatif. Il est noté négativement, dès lors qu'on emploie chimique. Mais chaque fois qu'on met le substantif chimie, le mot, hop, passe, comme par magie, au-dessus de 5, sur une échelle de 0 à 10. Donc, il faut toujours préférer le substantif, et cela vaut pour la métallurgie, pour tous les domaines qu'on peut imaginer. Donc, au fond, on voit bien que cette transition énergétique procède selon une double minoration. L'emploi du mot transition euphémise le changement et la subordination des énergies à la transition les minore également. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Alors, malgré tout,
la transition énergétique est promise à un bel avenir pour nos compatriotes, parce que même si l'expression est mal comprise, même si elle est peu familière, ils l'intuitent. Et j'emploie ce verbe, je forge ce néologisme, ils ne comprennent pas, mais ils intuitent, ils sentent. Or, de plus en plus, les gens intuitent, parce que ça va tellement vite. Ils sont bombardés par les médias d'info continue, et les autres qui ont calqué leur modèle sur celui de l'info continue, bien souvent. Et donc, les gens n'ont plus le temps véritablement de réfléchir et de comprendre. Donc, ils intuitent. Les Français considèrent que la transition énergétique sera présente demain. C'est un mot avec lequel il va falloir compter. Les Français sont extrêmement préoccupés par les questions énergétiques, en réalité. Et ils attendent, plutôt qu'une transition, une révolution en la matière. Ils imaginent même, figurez-vous, que notre salut économique pourrait venir de là. Donc, c'est dire à quel point c'est essentiel à leurs yeux. En quoi consiste cette révolution énergétique qu'ils attendent tant? Premier point, c'est que nos compatriotes ne souhaitent pas consommer moins. Je m'explique. L'idée, par exemple, de gaspillage, dont on voit qu'elle est très présente dans les esprits quand il s'agit des questions d'alimentation ou des questions de l'eau. Cette idée de gaspillage est bien davantage absente dès lors qu'il s'agit d'énergie. C'est présent pour l'eau, pour l'alimentation, c'est beaucoup moins présent pour l'énergie. Pourquoi? Parce que dans ce domaine, les Français demeurent pétris des promesses du nucléaire, dont ils continuent d'ailleurs de s'accommoder. Pour eux, l'enjeu est davantage de trouver un système de production d'énergie illimité et durable que de jouer sur leur consommation. Alors, cela dit, leur facture personnelle érode leur patience. Il faut le savoir. Dans notre dernière enquête, nous avons réalisé 4 depuis 2008, et dans notre dernière enquête qui date de 2012 sur les maux de la crise, qui est parue chez Erol début 2013, les maux de la crise, c'est-à-dire facture de chauffage inquiète beaucoup, ça fait partie des 10 mots qui inquiètent le plus sur 220 mots testés dans cette enquête, beaucoup. Facture d'électricité, 7,4, 2,6. Forte inquiétude et forte implication personnelle. Autrement dit, ces deux mots font partie des 10 sur 220 qui à la fois inquiètent le plus les Français et les concernent le plus à titre personnel, à côté du chômage, de la précarité, du pouvoir d'achat, évidemment. Facture, il y a cette idée de pouvoir d'achat. Alors, les Français ne sont pas prêts encore à consommer moins. Mais, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils souhaitent 3 choses. La première chose, c'est qu'ils souhaitent qu'on les aide grâce à l'isolation des logements. Deuxième chose, ils souhaitent qu'on les aide à mieux consommer. Alors, c'est plus mou, mais il y a quand même quelque chose là intéressant. Par exemple, dans une enquête qu'on a faite en 2013, aider à mieux consommer est noté 6,3 sur 10 sur une échelle d'attente adressée aux entreprises énergétiques. Aider à mieux consommer, 6,3. Alors, c'est pas plus violent parce que les gens savent comment ils doivent consommer. Mais dans certains domaines, les aider à mieux consommer est attendu. Le domaine des énergies, c'est le cas. Mais surtout, ils attendent qu'on produise mieux. Alors vous me direz, tout est dans le mieux. Eh bien, là, ce qui est intéressant, c'est que nos concitoyens perçoivent les énergies sous un prisme affectif. Ça, il faut bien le comprendre. Un prisme affectif. Donc, toute la rationalité que vous pourrez déployer n'aboutira pas forcément à des résultats probants, parce que c'est très affectif, l'appréhension des différents types d'énergie. Ils utilisent peu, voire pas, la distinction énergie primaire, énergie finale, lorsqu'on leur demande de classer les énergies qu'ils connaissent, de celles qui leur plaît le plus à celles qui leur plaît le moins. Ils portent davantage attention à l'aspect, entre guillemets, naturel des énergies. Alors qu'est-ce que ça veut dire naturel? Eh bien, à leurs yeux, est naturel ce qui est étroitement corrélé à la perception de propreté et de durabilité.